Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans PL Club, l'émission consacrée au championnat d'Angleterre entre passionnés de la Première Ligue, à l'image de Bruno. Oui, et à quelques jours de la Coupe du Qatar et du Monde. Oui, Coupe du Qatar du Monde, on va l'appeler comme ça. Et puis Julien, salut Julien. Bruno. Prêt pour la 16e journée qui sera la dernière avant une trêve. On n'oublie pas non plus que Christian est à nos côtés comme tous les jeudis en distanciel cette fois, mais toujours prêt à nous donner toutes ces excellentes informations. Salut Christian. Bonsoir messieurs. Messieurs, trêve dans le football anglais. On sait que les Anglais n'aiment pas ça. Il faut vraiment une catastrophe pour avoir une trêve. C'est soit une épidémie, soit une Coupe du Monde qui tombe comme ça à un moment tout à fait incongru. Climatique va leur permettre de... Mais il est temps parce que si vous lisez, entre autres, ce que dit Conte, parce qu'ils ont joué en Coupe de la Ligue, on y reviendra peut-être, mais ce que dit Conte par rapport, par exemple, à Harry Kane, il est épuisé. Mais dans 15 jours, il est en Coupe du Monde. Dans moins que ça. Dans moins que ça. Dans 10 jours, plus ou moins. Imaginez un peu. Donc, je suppose que ce n'est pas le seul qui se retrouve aujourd'hui épuisé en tant que joueur. Mais a-t-il été sélectionné? Parce qu'au moment où on enregistre cette émission, on ne connaît pas encore la sélection, bien sûr, qu'Harry Kane y sera. Bon, il y aura peut-être encore quelques surprises dans la sélection de Gareth Southgate, que vous pourrez donc découvrir au moment où vous verrez cette émission. N'est-ce pas? Absolument. En tout cas, la Belge, on la connaît. La Belge, on la connaît. 7 Belge de Première Ligue. Oui, et j'étais aussi... 7, non 7, exactement, 7. Ah oui. Et puis, dans la sélection brésilienne, 12 joueurs en Première Ligue. Alors que ça n'a jamais été un championnat vraiment pour Brésiliens, pas Firmino. Jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas vraiment un championnat pour Brésiliens. C'était une belle surprise aussi. Pour le futur champion du monde, c'est... vous êtes déjà dans les pronostics. Ça sera une équipe d'Amérique du Sud. Ok, pour info. On y reviendra. Un retour le 26 décembre, on en reparle, au Boxing Day, quand le football anglais reprendra ses droits. Je vous propose de voir les 3 plus beaux buts de la 15e journée. C'est parti. He came close in the spectacular last week. This week, he has provided it. Wow. Could be Buendia, Thomas Luiz, or Dean. It's Lukanen. Start is getting better and better and better for Unai Emery and Aston Villa. Oh wow, what a goal this is. To Benrahma, still Benrahma. Save Benrahma from his West Ham in front. A spectacular strike. Un vrai week-end pour tireurs d'élite avec ces 3 buts marqués hors du rectangle. Avec ce but de Lucas Digne, ça aurait pu l'envoyer en Coupe du Monde. Hein, oui, pas de chance. C'est un peu trop tard. La sélection était déjà faite sans doute pour Didier Deschamps. En vacances, apparemment. Effectivement. On fait le bilan après 15 journées, mais 14 matchs effectifs, en tout cas pour une grande partie des équipes. Avec Christian, on a beaucoup marqué ce week-end. 37 buts. C'était vraiment un week-end où les buteurs ont été très généreux. Oui, et avec un but supplémentaire pour Haaland, donc voilà, il progresse. Et, comme d'habitude, des fois, on préfère en parler quand il marque pas, tellement c'est souvent. Mais voilà. Et puis il y a 390 buts déjà de marqués depuis le début de la saison, 49%, un tout petit peu moins de victoires à domicile maintenant, et un tout petit peu plus de victoires en déplacement. Donc il y a une petite tendance, mais à mon avis, c'est parce que on commence un peu à s'essouffler, et cette Coupe du Monde, pour la plupart des joueurs, va faire du bien. Oui, mais on a quand même toujours presque un match sur 2 qui est gagné par l'équipe à domicile. Erling Haaland, on en a un petit peu parlé. On va encore en reparler parce que la préface de notre première rencontre du week-end nous emmène à Manchester City qui reçoit Brentford. Manchester City, toujours deuxième avec 32 points, mais 39 buts marqués, c'est la meilleure attaque, face à Brentford qui est calfeutré dans, on va dire, le cœur du classement, 11e avec 16 unités. Un petit mot sur Manchester City. Ils ont donc gagné en Coupe de la Ligue mercredi soir, 2-0 face à Chelsea. J'ai noté, c'est la 16e victoire consécutive à domicile. Oui. Sans Haaland, sans De Bruyne, sans Foden, sans Stones,
Là où Chelsea avait une équipe qui avait de la gueule, comme on dit. Qui tenait la route, c'est vrai. Mais on va dire l'équipe A', parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe B à City. Non, sans Sterling, sans Thiago Silva, sans Mount, sans Havertz aussi. Mais enfin... Et Aubameyang qui n'est pas titulaire dans un match comme celui-là. Bon, on y reviendra. Pour City, vous imaginez un peu Haaland. Que dire? Il a marqué plus que l'ensemble de l'équipe de Chelsea cette saison. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et encore, là, il est plus ou moins blessé sur une jambe. Il était monté en fin de match le week-end dernier pour marquer le penalty de la victoire. C'était son 18e but. Tout à fait, 18e but. Je tiens à rappeler que sur les 4 dernières saisons, le meilleur buteur d'Angleterre, c'est 23 buts maximum. Oui. Déjà presque à 18 en... Oui, il est à 18. Il est à 18, voilà. Il est à 18. Voilà. Il est déjà presque à 23, c'est ça que vous voulez dire? Peut-être ce week-end. Jet de pierre. Ouais, c'est vrai, on accueille en Brentford. Non, la réflexion... Il est parti sur une moyenne de plus de 40 buts, là, avec 18 buts en 12 matchs joués. Mais on va peut-être reparler d'Haaland d'ici quelques instants parce qu'on voulait d'abord découvrir l'efficacité avec Christian. Christian qui a l'habitude de nous dire qu'il ne fait pas, ces données ne font pas des statistiques, mais des modèles de jeu. Et là, vous avez quand même déniché quelque chose de très intéressant, Christian, en nous parlant et en faisant la différence entre des buts marqués sur plan de jeu et sur circonstances favorables. On vous écoute. Oui, on s'est posé la question pendant le direct avec Bruno quand on a vu le but de Salah ce week-end. On s'est dit mais alors c'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a un plan de jeu? Est-ce que c'est un fait de jeu? Et puis en faisant l'observation de l'ensemble de la ligue, on observe en fait qu'il y a 2 buts sur 3 qui sont marqués sur plan de jeu et 1 but sur 3 qui sont marqués sur fait de jeu. Et dans ces faits de jeu, il y a 3 catégories. Il y a la circonstance favorable, il y a l'erreur provoquée, ça peut être un own goal mais qui est provoqué par un centre puisque le défenseur défend dans la direction de son but, et puis il y a des décisions arbitrales qui sont un peu moins importantes qu'avant puisqu'il y a la VAR maintenant. Et en fait on remarque en fait que toutes les équipes de manière générale et en moyenne, on est tributaire en fait que 2 buts sur 3. Donc ça veut dire que si on a 5 jours de travail à l'entraînement, il y en a que 3 où on peut travailler réellement un plan de jeu, puisque les 2 autres on pourrait en fait travailler que sur des circonstances favorables, c'est-à-dire des ballons déviés, des ballons contre son camp, des deuxièmes ballons, des troisièmes ballons, des rebonds multiples. Et quand on observe le Manchester City par rapport à l'ensemble de la Ligue, on obtient ceci que vous voyez sur l'infographie. Au sommet du process, après autant d'années de travail, eh bien eux, ils sont à 92% de plan de jeu. Ils n'ont que 1 but sur circonstances favorables et 2 buts sur erreur provoquée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, si en plus de ça, cette équipe avait de la chance, donc avait des circonstances favorables beaucoup plus élevées, jusqu'à 33%, cette équipe gagnerait le championnat avec 10 points d'avance. Alors, je vous propose de découvrir justement, de faire la différence. On va vous laisser aux commentaires, Christian, pour bien nous expliquer quelle est la différence entre but sur plan de jeu et sur fait de jeu. Voilà, ici c'est un plan de jeu, on voit qu'il y a une construction et on arrive dans la zone optimale. Ici, on va le voir, il y a un tir qui est contré, il y a une reprise qui est derrière, donc le ballon est revenu dans les pieds du joueur et il en a profité, donc il a eu une circonstance favorable. Et puis on va avoir, si je me souviens bien, c'est un centre, ici c'est un but. Ah non, ça c'est aussi... Ça c'est le plan de jeu. Le premier but c'était un but contre son camp, donc ça c'était un fait de jeu. Ah, c'est un but contre son camp. Donc le premier c'était une erreur provoquée en fait, et donc on a les trois possibilités. Et voilà, c'est ça en fait qui détermine un peu le baromètre d'un match. Il y a plus, comme disait Bruno, il y a plusieurs vies. Et bien des fois, il y a des moments où ça se passe beaucoup mieux. Alors, pour aller dans ce sens-là, Serge, je voulais revenir sur la victoire, la courte victoire face à Fulham, qui est tombée sur un penalty en toute fin de match. Penalty, on pourrait y revenir, mais c'est pas l'intérêt. Ici, je voulais revenir sur la carte rouge de Cancelo à la 26e. Finalement, parce que je me souviens que la saison dernière, je regardais le match face à Palace, même chose. City, c'est une des rares défaites à domicile. Ils sont battus 2 fois face à Palace, notamment 0-2. Là aussi, dans ce match, un joueur de City prend une rouge à la 42e, c'était Laporte. Et en fait, je me disais, dans cette rencontre face à Fulham, City ferait mieux de laisser encaisser l'adversaire, finalement, sur le penalty de Cancelo, plutôt que de perdre un joueur, parce que City peut marquer 4 buts, 5 buts face à une équipe comme Fulham, mais à 10 contre 11, c'est là où ils ont un vrai problème. Donc je me disais, c'est une réflexion, en fait une équipe comme City doit jouer vraiment, essayer d'éviter le carton rouge. C'est vraiment le seul risque, c'est le carton rouge. Pep Guardiola peut maîtriser beaucoup de choses, mais il reste l'émotionnel quand même. Mais oui, et puis l'instinct du joueur qui vient chercher. Je pense que Cancelo n'imagine pas qu'il va être expulsé à ce moment-là. Sinon, il l'aurait peut-être fait autrement. Mais oui, c'est vrai. Mais s'il fallait gérer en plus ça,
Oui. Ça devient compliqué. Juste pour terminer là-dessus, Oui. 7 victoires cette saison, 6 à 3 buts ou plus à domicile. Je veux dire, Ils ont une moyenne de 3 buts par match depuis le début de la saison. Donc c'est déjà quand même pas mal. Pour revenir sur cette infographie, moi je suis assez fasciné. Ça veut dire que City est l'équipe la plus dominante. Elle impose sa philosophie de jeu, son plan de jeu, parvient à marquer comme ça. C'est l'équipe la plus dominante du championnat d'Angleterre. Parce qu'elle a une qualité technique et une mise en place absolument exceptionnelle. Après, quand on étudie un petit peu les tableaux de Christian et qu'on voit que, par exemple, pour Arsenal, c'est 60%, 61, 62% de buts marqués sur plan de jeu, ben on s'est dit que la marge de facteurs favorables est quand même importante. Oui. Et donc, cette balance-là va sans doute... Sur le long terme, ça pourrait quand même changer les choses. Voilà. Oui. Christian, vous vouliez encore ajouter quelque chose? Non, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. Serge, mais Bruno a très bien expliqué. Il y a cette marche entre Arsenal et Manchester City. Et là, on va pouvoir observer maintenant si l'un peut avoir un peu plus de circonstances favorables et l'autre un peu moins, voir si ça va se jouer en différence de points. Alors, Erling Haaland, a-t-on déjà utilisé tous les superlatifs pour parler de lui? Oui. Là, la réponse est facile. On a déjà dit qu'il n'irait pas à la Coupe du Monde. Qatar. On l'a dit aussi. On l'a dit aussi. Donc, il va même pouvoir se reposer. Oui, et soigner sa blessure. Et soigner sa blessure. Donc, ça, c'est quand même un atout oui, parce que c'est un joueur qui reste malgré tout relativement fragile. Hein. Par an, il rate quand même facilement un mois de compétition. Là, il a raté qu'un match de championnat. Pour le moment. Mais donc, c'est un joueur qui doit quand même faire attention. Maintenant, je voudrais juste mettre un comparatif avec Mbappé parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux notamment. Et grâce aux chiffres de Christian, on a quand même là une belle photographie de ce qui se passe. Christian, vous me dites si je me trompe, mais donc 7 buts sur phase arrêtée à l'origine des 18 buts de Haaland, c'est déjà une information. Et moi, là où j'ai vraiment regardé, et c'est ça qu'on lui reprochait peut-être, c'est que Haaland est souvent à la finition dans le petit rectangle, 8 buts sur les 18 au petit rectangle, là où un Mbappé marque un petit but dans le petit rectangle sur un travail de finition vraiment à proprement parler. Et là, on va demander à Christian, est-ce que ça dépend évidemment aussi du modèle de jeu offensif de l'équipe en question? Alan est souvent à la réception de centre optimal, donc il y a une vraie volonté de vouloir se déposer. On le voit avec 7 buts sur jeu dominant placé, alors qu'à l'instar du Paris Saint-Germain, tout est axial, tout le passage est axial. La première intention de jeu est de trouver Messi, et puis Messi déclenche des choses avec Neymar et Mbappé. Et en fait, sur les 30 buts, je crois, marqués de plein jeu pour le Paris Saint-Germain, il n'y en a que 3 qui viennent du flanc gauche, 3 du flanc droit et 26 de l'axe. Or, ce n'est pas tout à fait le même jeu pour Manchester City, puisque Manchester City passe par les flancs, passe par le jeu rapide, mais aussi avec beaucoup de phases arrêtées. Et donc, il est souvent à la réception de centres au cordeau, que ce soit là, dans le petit rectangle, puisque Julien nous expliquait bien qu'il était déjà 8 fois dans le petit rectangle efficace et décisif. Ça peut être sur des ballons profonds où là, il y a eu ce magnifique dégagement du gardien et puis après c'est sa force physique qui fait le reste. Il est très complet. Il a quand même déjà 3 hat-tricks, il a 2 doublés. Il y a vraiment, mais alors rien à dire dans toutes les qualités, il est présent partout. Alan, on n'est pas sûr qu'il commence la rencontre, mais il peut toujours évidemment monter en cours de jeu pour faire la différence, comme le week-end dernier. Exactement. Ça change pas grand-chose. Brentford, alors cette équipe de Brentford qui a découvert la Première Ligue la saison dernière, qui s'était maintenue plutôt confortablement, qui est de nouveau cette année un petit peu lancée quand même dans l'objectif maintien. Bon, c'est une équipe qui pour le moment fonctionne très moyennement. Éliminée mercredi soir au tir au but par Gillingham, qui est une équipe de division inférieure, donc c'est quand même la preuve qu'il y a un petit malaise du côté de Brentford. Une victoire en 8 matchs pour les Bees, 2 partages consécutifs et surtout 0 victoire en déplacement. Est-ce qu'il va falloir un miracle pour que Brentford aille chercher quelque chose du côté de City? Oui, quand vous avez 3 victoires en 14 journées de compétition, enfin, en même temps, il y a 7 partages, donc il faut quand même déployer un petit peu ses ailes pour pouvoir les vaincre. Et puis, il y a une bonne nouvelle pour Mbeumo, qui était international chez les jeunes en France et qui va représenter le Cameroun lors de la Coupe du Monde qui arrive. Oui. Donc, il est peut-être gonflé à bloc et ça peut, ou il se prépare à la Coupe du Monde et jouera un peu en retrait, ou il essayera de rivaliser avec ses prestigieux adversaires. Vous parlez d'un miracle, je pense, parce que cette saison, jamais cette équipe n'a marqué plus de 2 buts en déplacement. On vient de faire la pub de City. A priori, City marquera plus d'un but, voire plus de 2, voire plus de 3. Cela dit, à domicile, une seule défaite face à Arsenal. C'est en déplacement où vraiment il y a un gros souci, avec aucune victoire, 3 défaites et 4 partages.
Donc effectivement, c'est pas en déplacement cette saison, mais à domicile, ils font quand même le boulot. On rappelle quand même leur beau succès face à United 4-0, oui, bien sûr. notamment. Bon, on parle de miracle, Christian, mais il y a peut-être au moins un paramètre, un secteur de jeu où les Bees peuvent rivaliser avec les Citizens au niveau offensif, ce sont les phases arrêtées. Oui, en préparant l'émission, je m'étais posé la question et je me suis dit, est-ce qu'il faut avoir l'intention de départ de dire je dois terminer 5e ou 6e ou 4e au classement, ou est-ce que je dois être meilleur de 1 point par rapport au 6e ou au 7e? Et ici, en fait, eux, ils ne jouent pas pour atteindre quelque chose, ils jouent en fait pour ne pas descendre. Et pour ça, ils utilisent les meilleures armes, c'est-à-dire le jeu direct et la phase arrêtée. Dans la phase arrêtée, si on observe depuis le début de la saison, si on prend mois par mois, il y a toujours entre 2 et 3 buts sur phase arrêtée qui sont marqués. Donc ils sont constants dans ce domaine-là. Alors c'est vrai qu'ils ont un peu moins de constance sur les résultats parce qu'ils peuvent avoir des blocs de 4-5 matchs sans gagner, puis des blocs de 4-5 matchs sans perdre, et puis une fois c'est un peu l'épine dans le pied de Manchester United, et puis après des fois c'est la catastrophe et le désastre contre Newcastle avec 3 buts encaissés sur reconversion rapide. Mais cette constance et ce travail permanent sur des combinaisons travaillées, vous le voyez ici, il y a vraiment quelque chose qui est mis en place, combinaison à 3 pour pouvoir déjouer en fait la concentration et l'attention de l'adversaire, et puis déterminer une situation artistique comme celle-ci. Moi, je pense que voilà, il ne faut pas beaucoup pour être 11e, 12e en Première Ligue, mais il faut être absolument performant sur les phases arrêtées, et ils le sont. Et les phases arrêtées, Christian, on en parlait déjà la saison dernière, et ça avait permis à Brentford d'être justement dans une zone où ils n'étaient pas trop inquiétés. Exactement, en préparant l'émission, je crois qu'on était arrivé à 21 situations, pénalty compris, où ils avaient été efficaces sur phase arrêtée. C'est-à-dire que tous ces buts-là se transforment en points, et ces points en fait sont nécessaires pour vivre une saison tranquille, même quand il y a des blocs où il n'y a pas de performance pendant 4, 5, 6 matchs de suite. Mais non, que 4 défaites, c'est le bilan de Liverpool, de Chelsea, de United, de Tottenham, donc c'est pas mal, mais ils encaissent beaucoup, 24 buts encaissés. Ça, c'est pas bon du tout. Oui, effectivement. Ben justement, il y a la phase arrêtée, mais on peut aussi parler, Christian, de la reconversion offensive. Donc, pour une équipe qui veut se maintenir en Première Ligue, il faut être bon en phase arrêtée, mais aussi dans les reconversions offensives, que ce soit contre-attaque, reconversion rapide, etc., etc. Oui, eux, ils ne se posent pas de questions. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le talent, parce que le business plan d'une équipe comme ça, c'est de faire du trading de joueurs, et donc il y a beaucoup de va-et-vient, et ils veulent valoriser les joueurs. Et donc en fait, il faut utiliser des armes de plein jeu qui sont abordables. Et la phase de plein jeu la plus abordable, c'est évidemment le jeu rapide avec la reconversion rapide, et souvent avec le jeu dominant rapide. Et on le voit ici. Regardez la configuration de plein jeu de ces 12 buts. Il y a 8 buts qui passent par l'axe. On voit l'origine où ça vient de très loin, ça vient du rond central, ça vient juste devant le rectangle. Et puis alors, il y a ces 2 malheureux buts qui viennent de la gauche. On ne sait même pas s'il y a une vraie volonté, s'il y a une vraie intention. Ici, les images sont claires. C'est vers l'avant, des deuxièmes ballons, récupérés, tout est dans la vitesse. Et on profite des opportunités, puisque là aussi c'est une circonstance favorable, puisque le ballon revient dans les pieds suite à l'intervention du gardien. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe. On le voit à tous les niveaux, on le voit dans tous les championnats, et encore plus maintenant depuis que les équipes veulent faire ces magnifiques sorties de balles à la Pep Guardiola, mais dont très peu sont capables. Voilà, il faut faire un pressing, utiliser les mauvaises sorties de balles et les reconversions rapides. Valoriser les joueurs du côté de Brentford. James Toney est peut-être leur joueur qui a le plus de valeur marchande. J'ai dit quoi? James. C'est un boxeur, James Toney. Ivan Toney. Voilà. Il a aussi le profil. Il a passé une petite semaine compliquée. Là. On lui a sorti un dossier en Angleterre parce que quand il était dans les divisions inférieures... Histoire de Paris. Oui, il a parié sur l'un de ses matchs, ce qui est interdit. On le rappelle, c'est interdit. Rappelons que la Première Ligue est interdite. Enfin, toutes les compétitions interdisent. Alors, tous les joueurs on ne parie pas sur ces matchs, on ne parie pas sur les matchs du championnat. Non, je dis ça, c'est la règle de la Première Ligue. On ne peut pas parier sur les matchs de son propre championnat. On connaît, les joueurs parient tout autant que les téléspectateurs. Malheureusement, ça devient là aussi... Pas nous. Un fléau. Là, on fait une petite généralité quand même. Je ne sais pas si tous les spectateurs parient, si tous les joueurs, tous les journalistes. Mais il y en a quand même les chiffres montrent malheureusement qu'il y a une vraie progression.
Il y a beaucoup de pubs pour les Oui, sites de Paris, bien sûr. partout. Effectivement, ça malheureusement, on en est même submergé de toutes ces publicités-là. Bon, voilà pour cette rencontre. Tout ça pour dire, parce que pour Ivan Toney, ça Oui. pourrait mettre en péril sa position et sa qualification pour le Qatar. Oui. On le rappelle, au moment où vous écouterez cette émission, vous aurez l'information, nous on ne l'a pas Il encore. était en balance. Même s'il dit qu'il ne le fera plus. Allez. Bon, on passe au match suivant, tout aussi intéressant, c'est Newcastle face à Chelsea. C'est samedi à 18h30 et on en parle après ceci. But now happy days are back, my friends, and the big boys do not scare us. They once thought we were easy points, but they had better beware us. We kept faith in the darkness, we powered through the pain. So bring it on, we're ready, this city's believing again. Présentation tout en prose de cette rencontre Newcastle face à Chelsea. Attention, Newcastle est sur le podium, 3e avec 27 points, alors que Chelsea s'en éloigne de plus en plus. Une 7e position pour les Blues. Newcastle, que s'est-il passé en un an depuis l'arrivée d'Edio? Quelques mois avant, il y avait la reprise par les milliardaires saoudiens. Edio arrive et là, franchement, c'est un conte de fées. On a bien acheté, Oui, on a des joueurs en forme. oui. On est à 7 points avec un match de plus. On est à 7 points de la première place. Je pense qu'il ne gagne pas assez de matchs que pour être un rival pour le titre, même si Guardiola... Début de saison, mais là, ils sont sur 4 victoires consécutives. Oui, mais si on regarde l'ensemble, 6 partages... Beaucoup de partages sur les premières journées. Voilà, donc ça, c'est 7 victoires sur 14 journées. Est-ce qu'ils vont passer à plus de 50% de victoires? Bon, peut-être, on leur souhaite. Oui. Auquel cas, ça deviendrait un candidat au titre. C'est ce qu'a dit Guardiola. Vous savez, la dernière fois que cette équipe a encaissé 2 buts, on parle de 2 buts, on parle pas 2 buts, la dernière fois que ce club encaisse 2 buts, c'est lors de leur défaite à Liverpool, et c'était au mois d'août, 31 août. Invaincu en 10 matchs, donc la solidité défensive n'est plus à préciser, mais je suppose que Christian va nous en parler. Et l'équilibre offensif, c'est 4 fois 4 buts marqués sur les 7 dernières journées. Donc au début, on en a parlé beaucoup dans l'émission, il y a eu cette mise en place défensive, mais là, franchement, cette équipe est en train de se libérer offensivement. Donc pour eux, l'arrêt Coupe du Monde est un problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on voit que Newcastle est pour la première fois depuis 11 ans sur le podium, Christian, et là, on va parler vraiment de cette efficacité offensive. Et vous allez commencer, Christian, par le timing des buts marqués, parce qu'on choisit les bons moments du côté Newcastle pour marquer des buts. Quand on fait les émissions, on parle souvent en fait de cette mise en place défensive et après quand tout le monde est au courant de ça, il faut pouvoir passer à cette transition offensive. Eux en fait ils le réalisent très bien parce que là d'ailleurs c'est une des meilleures défenses si pas la meilleure. Et alors surtout ce qui est intéressant, on le voit bien dans le modèle des jeux offensifs, c'est première demi-heure, 4 buts marqués seulement, c'est vraiment très peu, donc on met priorité à l'aspect défensif, d'abord la bonne mise en place, et puis la machine se met en route à la 30e minute, et ils sont les plus performants de la Ligue, c'est-à-dire que quand les autres commencent à faiblir, quand les autres ont essayé déjà d'un peu les pousser, eux, ils transforment ça en but, et ils sont super performants. Après, il y a le message de l'entraîneur quand ils rentrent au vestiaire, parce qu'ils sont gonflés, parce qu'ils marquent souvent avant la 45e minute, et là, ils continuent sur leur lancée, ils marquent 7 buts, et puis après, quand l'effort est fait et quand l'avantage est pris, et bien après on peut dérouler jusqu'à la fin du match et ils ont très peu besoin de tous ces buts où normalement les autres commencent à faire la différence pour pouvoir s'imposer. C'est vraiment la copie parfaite dans le passage de la stabilité défensive vers la construction offensive, c'est magnifique. Il y a ce vieil adage qui est presque un lieu commun du journaliste commentateur qui dit « Quand on marque avant la mi-temps, c'est le meilleur moment ». Oui, mais je pense que c'est vrai. Mais ça dénote un aspect, c'est que c'est devenu une équipe intelligente. Avec un recrutement intelligent, avec des joueurs intelligents. Et vous avez cité pour expliquer des bons joueurs, un équilibre, des bons achats, mais le manager, Edio. Bien sûr, quand vous avez 11 joueurs en forme en même temps, ou 15 joueurs en forme en même temps dans une équipe, c'est le coach et le staff technique, et le staff médical, ça c'est clair. Oui, effectivement. On continue sur l'aspect offensif de cette équipe de Newcastle, Christian.
Oui, ben voilà, c'est vraiment bien expliqué sur cette infographie, la défense performante et puis la reconversion rapide. Et ils sont les meilleurs dans ce domaine-là. Donc là aussi, il y a ce passage, il y a cette transformation. Et je pense que la prochaine étape, s'ils ont les moyens de construire et de grandir comme une équipe comme Manchester City, ils vont commencer à marquer de plus en plus sur du jeu posé. Ils vont commencer à s'imposer un peu plus haut dans le jeu. Mais là, pour le moment, ils exploitent à merveille ce passage par l'axe, cette reconversion rapide, le pressing. Et voilà, et donc il y a 2, 3 et 2, donc c'est déjà 7 buts. Voilà, il y a une récupération haute, voilà, il y a de la vitesse derrière, et puis voilà, il fait tout seul, il parvient à se présenter devant le gardien. Voilà, c'est magnifique parce que ce sont des joueurs qui étaient un peu dans l'ombre quand les équipes ne fonctionnent pas. Mais dès qu'ils ont cette possibilité de jouer un jeu qui leur convient, voilà, il y a de nouveau une passe profonde, il y a de nouveau une finition très rapide dès que le ballon est profond. Voilà, je sais pas le dire mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le football c'est quelque chose qui doit être parfait, qui doit être synchronisé entre 20 joueurs, entre la défense et l'attaque. Mais c'est pas ça. Le football, c'est aussi à un certain moment jouer sur des transitions, jouer sur des points d'inflexion entre la perte de balle et la possession de balle. Et là, ils le font à merveille et c'est vraiment très beau à voir. Il n'y a pas de cote artistique, hein, c'est pas du patinage, hein, le foot. Donc tant mieux si c'est joli. Hein, il y a la poésie de Guardiola, inspirée, paraît-il, par Bielsa. Ok, mais à un moment donné, la seule réalité, c'est ce qu'on met au fond et comment. Même un vilain but reste un but. D'accord, mais il y a quand même les beaux buts d'Almiron. Ça, c'est splendide. Miguel Almiron. Il pourrait être dans notre classement tous les week-ends. Il y est quasiment presque tous les week-ends. Ils ont leur place. 8 buts en 8 journées. Miguel Almiron, paraguayen. Donc lui, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Il pourra aussi se reposer. Hein. C'est peut-être un avantage. Il a été moqué par Jack Grealish. Oui, ça a été le déclencheur. Hein. Lors des fêtes du titre de City en fin de saison. Et c'était gratuit presque. Hein. Il parlait à Marez en lui disant travaille un peu tes stats parce que tu deviens un Non, il avait été sorti du match décisif. Et il a dit tu as été sorti parce que tu as été aussi mauvais qu'Almiron pendant ce match-là. Donc voilà. Et du coup, Almiron n'arrête plus de marquer. Donc voilà, belle histoire en tout cas, celle de Miguel Almiron, capable de tout faire dans cette équipe, des courses, des pénétrations, des frappes à distance aussi. Et justement, Christian, les tirs hors rectangle, c'est aussi une spécialité des Magpies. Et ça, c'est à la fois quelque chose de positif et négatif. Je m'explique, parce que à partir du moment où on doit placer des frappes de loin, ça veut dire généralement qu'il y a un bloc équipe en face qui est bas et on ne parvient pas à rentrer dans le rectangle. Par contre, quand ça fonctionne, et c'est le cas ici puisque c'est les meilleurs dans ce domaine-là avec Leicester, quand ça fonctionne, alors c'est productif et c'est, comme je dis souvent, tout ce qui est rare et précieux. Et marquer 8 buts en dehors du rectangle avec des frappes de balle, avec Trippier, avec Guimaraes, avec Almiron, c'est une force qui leur permet de reconvertir ça en points. Et c'est peut-être aussi grâce à ce domaine-là, il y a cette force-là, qui sont 3e et sur le podium aujourd'hui. Bruno Guimaraes, un des hommes forts de cette équipe. Il sera au Brésil, il sera au Qatar. Voilà, la Coupe du Qatar du monde, vous me suivez avec le Brésil. Gros favori, les Brésiliens, non? Parmi les favoris. On en parlera avec Julien hors antenne. Bruno Guimaraes. Ou l'Afrique. En tout cas, on revient sur Newcastle. Bruno Guimaraes, métronome dans l'entrejeu avec un Joe Ellington qu'on a découvert aussi maintenant depuis quelques mois dans l'entrejeu. Un gardien aussi. Un gardien, Nick Pope, qui est venu quand même d'une équipe qui a été reléguée en Championship, qui est Burnley, qui fait des merveilles maintenant. Des joueurs offensifs, Wilson. Un boulot incroyable. Et puis, leur défaite à Liverpool, on s'en souvient, intervient dans les arrêts de jeu. Ça s'est joué sur des détails. Voilà, sur un détail. Et puis quelque chose qu'ils ont toujours eu, mais qui explose vraiment l'adversaire, c'est un stade. Hein. Ouais, le public. C'est un public. Hein. Le public. Ça, c'est pour avoir connu ça quelques fois, entre autres avec notre consultant Philippe Albert. Je peux vous avouer pour eux, que c'est merveilleux. Christian se demandait s'ils allaient encore dans le recrutement. Bon, on rappelle que c'est Aramco, hein, c'est l'entreprise d'Arabie Saoudite liée au pétrole. Donc c'est vraiment c'est l'entreprise, je pense, qui génère le plus de bénéfices dans le monde. Donc des moyens. C'est l'Arabie Saoudite qui contrôle Newcastle, allant directement au but. Voilà, mais donc via Aramco notamment. Et donc, vous voulez dire moyens illimités. Moyens illimités. Donc voilà, la question de Christian, est-ce qu'ils vont encore, bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas chuchoté des noms d'Eden Hazard, de Carrasco bien sûr, c'est lié. Quand un club est aussi riche, on le lie évidemment à des grands noms. En attendant, Newcastle est 3e.
Et on sait que ils viennent un petit peu s'immiscer dans la lutte pour le top 4 ils font de la concurrence à Manchester United, à Liverpool, mais aussi à Chelsea qu'ils accueillent samedi soir. Ils ont une victoire en plus que les Blues. 17 buts marqués pour Chelsea. Je crois que c'est la plus faible attaque du top 9. Qu'est-ce que vous voulez revendiquer Que se passe-t-il à Chelsea? Il y a eu évidemment un grand bouleversement avec le départ d'Abramovich, qui était là depuis presque 20 ans, l'arrivée d'un Américain qui veut un petit peu amener sa marque de fabrique. Qui a pris un choix qu'on peut contester maintenant, de virer Tuchel parce qu'il n'avait pas la même vision que lui pour mettre Graham Potter. Graham Potter fera peut-être du très bon boulot, mais à l'instant T, ça a été une erreur de management. Oui, en attendant, ça commence à se compliquer. Est-ce que Chelsea est en crise? 2 défaites consécutives en championnat, la dernière face à Arsenal, l'élimination à Manchester City en Coupe de la Ligue. Ça cale. Encore un match sans but, parce que Bruno dit le problème sans but, ça commence à être beaucoup. 7 derniers matchs, 3 pannes offensives, 2 fois un petit but par rencontre. C'est difficile de marquer plus d'un but pour Chelsea. Je voudrais faire appel à un ami. Oui. Qu'en pense Christian? Voilà, mais justement, il nous a déjà dit, on a déjà parlé de ce Chelsea. Même avant les défaites, Christian nous disait déjà, quand il observait les modèles de jeu, les données, que l'électrocardiogramme de Chelsea était plat. C'est plat. C'est plat défensivement, c'est plat offensivement, et on va le voir dans la suite avec les infographies. C'est capable, par les moyens de gagner certains matchs contre des équipes du bas, mais contre le top, c'est le néant. Là, par exemple, si on me disait, c'est quelle équipe, à ton avis, qui a ces résultats-là contre le top Chiefs, je dirais c'est peut-être Southampton, c'est peut-être Crystal Palace, c'est peut-être, Wolverhampton avec 2 matchs nuls. Eh bien non, c'est Chelsea. Regardez les résultats, c'est 2 points sur 4 matchs contre le top 6. Donc ça veut dire que tous les matchs contre le top 6 qui vont venir vont être un problème et vont être un dilemme à résoudre. Et donc pour le moment, ils ne trouvent pas la solution. Alors c'est vrai, on l'a toujours dit, il faut le temps, il faut d'abord détricoter pour retricoter. Mais est-ce que dans des équipes comme Chelsea, qui jouent le top et qui doivent être en Europe toutes les années, est-ce qu'on a le temps du temps? Je ne sais pas. Christian a cité Southampton. Je rappelle quand même que Southampton a battu Chelsea cette saison, mais surtout il y a un nouveau coach. Une petite parenthèse, puisque Ralph Hasenhüttl a été viré, il est remplacé par Nathan Jones, qui vient de Championship. Il vient d'Ipswich, non? De Luton. De Luton Town. C'est intéressant, c'est un vrai débat qu'on soulève, parce que la présence, on vient de parler de l'avènement de Newcastle qui dans les 3 ans sera dans le top 4, c'est sûr. Peut-être déjà cette saison. Peut-être, forcément. Mais on a Liverpool n'est pas officiellement en vente, mais est à l'écoute d'offres. Donc ça veut quand même tout dire. Vente. Voilà. Et selon les spécialistes anglais, ils disent que c'est peut-être justement par l'arrivée de Newcastle, il va avoir des clubs qui vont sauter de ce top 4, et avec les millions à la clé qui en dépendent. Les milliards. Christian parlait du temps. Mais Thomas Tuchel, quand il est arrivé, il n'avait pas le temps non plus. Non. Mais il a mis les choses en place. L'aspect défensif d'abord, bien sûr, mais absolument. Il y a une mise en place immédiate. Et quelques mois après, gagner la Ligue des Champions. Voilà. Bon, on va plutôt rester sur l'aspect offensif de cette équipe de Chelsea. Parce que durant l'été, il y a quand même Sterling qui est arrivé, il y a Aubameyang, il y avait quand même des joueurs de qualité qui étaient là depuis un moment, Mason Mount, Havertz, Pulisic, Ziyech, même s'ils ne jouent pas beaucoup, ce sont quand même des stars, entre guillemets. Et pourtant, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, Christian. Mais vous m'aviez confirmé le montant des transferts qui était le record cette année pour cette équipe de Chelsea. 250 millions de livres. Comme chaque année, presque. Ah oui, voilà, là, c'est le record. Énorme. Et donc, on a quand même des joueurs qui ont quand même fait des preuves ailleurs et qui ont quand même confirmé qu'ils étaient des joueurs de valeur et que fallait dépenser beaucoup d'argent pour eux. Mais voilà, regardez. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on monte ce tableau-là, mais les 2 meilleurs buteurs ont 3 buts et tout le reste est à 2 buts et 1 but. Et donc, Aubameyang est à 1 but, Pulisic est à 1 but, Brocha est à 1 but, alors qu'il en a même marqué beaucoup plus avec Southampton, avec des équipes beaucoup plus basses. Je sais pas. Alors peut-être que dans le système de jeu et dans le modèle, il y avait vraiment quelque chose qui était mis en place sur les 2 latéraux, qui étaient James et Chilwell. Ils sont tous les 2 blessés. Ils ne sont tous les 2 qu'à 1 assist. Donc on est à la recherche d'un vrai buteur, à la recherche d'un vrai passeur comme Kevin De Bruyne, qui peut quand même donner quelques passes décisives, un vrai relayeur. Et là, il n'y en a pas. On a l'impression que tout le monde se dilue dans ce collectif sans pouvoir émerger, et c'est inquiétant.
Pour avoir commenté la rencontre Chelsea-Arsenal du week-end dernier, j'ai franchement rarement vu un Chelsea aussi faible dans un gros match, en plus face à un concurrent comme Arsenal. Oui, on a regardé le match et ils étaient vraiment sur les talons. Après, physiquement, c'était trop juste. Et ça, c'est quand même un signal. Maintenant, Cucurella, ses stats, avec Christian, on en parlait quand il a signé à Chelsea, on s'inquiétait déjà. Sterling, ça reste quand même une surprise de le voir avec des stats aussi faibles, aussi maigres. Donc, mais il y a quelque chose qui se passe, je pense, aussi sur le plan physique. Parce qu'ils ont complètement perdu ce match face aux Gunners. Oui, effectivement. Bon, on va quand même, pour donner un petit peu d'espoir aux supporters de Chelsea, voir quelques buts marqués par les Blues cette saison. Des Blues qui seront mis sous grande pression, on l'a dit, à St. James's Park, parce que l'ambiance va être assez exceptionnelle. Mais il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour ces Blues-là, sauf s'il y a, évidemment, après maintenant, les échecs, l'élimination en Coupe de la Ligue, il y aura peut-être une réaction quand même de la part des Blues. Oui, il y a un fait favorable. Hein. On a vu avec Christian que ça fait partie du football aussi. Si Chelsea ouvre le score rapidement, tout est possible. La vraie question, hein, quand une équipe comme Chelsea traverse une crise. Quand vous avez les stats que vous avez, vous traversez une crise. La vraie question, c'est quels sont les joueurs qui ont sur la pelouse assez de personnalité. On a parlé de Xhaka, on a du côté d'Arsenal. Quels sont les joueurs qui ont la personnalité d'emmener le groupe avec eux? Citez-moi un nom à Chelsea qui va pouvoir ou qui a le tempérament pour le faire. À part Thiago Silva, je ne peux pas vous en citer. Parce que c'est le plus expérimenté. Et puis il y a les absents aussi, on l'a dit, Christian l'a dit. Chilwell, James, Kanté, qui fait quand même, qui laisse un gros vide dans notre jeu. Quand vous achetez pour autant d'argent, vous achetez pas que 11 titulaires, donc vous achetez un groupe, vous achetez de quoi naviguer quand même en haute mer. Qui va prendre ça en main? Pas le coach. Non. Pas le coach. Pas encore. Il n'a pas les reins. Qui? Christian, qui, justement? Avez-vous une idée? Il faudra aussi peut-être, je pense, éviter de donner 70 millions pour Cucurella, par exemple. Il y a moyen, à mon avis, à ce prix-là, de trouver des joueurs qui ont un niveau plus élevé. Alors maintenant, il doit s'adapter. Je suis sûr que c'est un joueur qui a énormément de talent parce qu'il a quand même été formé à Barcelone. Donc, il y a du potentiel. Mais ici, dans cette équipe, si on décide d'avoir un modèle de jeu où il y a un passage par les flancs, il faut avoir un neuf qui peut marquer des buts sur centre, il faut avoir des donneurs d'assists qui peuvent venir sur centre, mais quand ils sont blessés, ils ne sont pas remplacés, il n'y a pas de vrai neuf. Ça fait 2 saisons, puisqu'on a vu l'échec Lukaku qui ne parvenait pas à s'imposer dans une équipe où c'était tellement dilué, et puis il y a des joueurs qui disparaissent, il y a des joueurs qui sont blessés. Je ne sais pas, il faut peut-être repenser le management et reconstruire quelque chose à la base. On parle beaucoup des surprofits dans la crise de l'énergie. En première ligue, il y a des clubs qui font des surprofits aussi, parce que 70 millions pour Cucurella, c'est un fameux surprofit. Oui, mais vous savez comment ça se dilue, les 70 millions. Maintenant, Azpilicueta, quand je cherchais un joueur... C'est vrai, capitaine et joueur de caractère. Effectivement. Bon, voilà, pour cette rencontre, Chelsea sera en danger du côté de Newcastle samedi soir. On récapitule les rendez-vous sur vous, Sport World. On commencera du côté aussi de Divertissez-vous. Samedi, c'est l'occasion de voir Manchester City face à Brentford, Goals of the Day. Et ce sera le fil rouge West Ham, Leicester, parce qu'on aura l'occasion de voir nos joueurs belges de Première Ligue. La suite. Newcastle-Chelsea, 18h25. Et Wolverhampton-Arsenal, 20h40. On sait que c'est des horaires un peu particuliers. Ouais, 20h40, un samedi, c'est très particulier. Ça fait 2 semaines d'affilée, non? Oui, bon. Alors dimanche, il ne restera plus que 2 matchs. Ce sera avant la grande transhumance. Est-ce qu'on peut dire que les Red Devils n'ont pas droit à l'erreur du côté de Fulham? On peut le dire. Et Fulham, pour le moment, c'est quand même costaud. On l'a vu à City. Ils ont quand même posé pas mal de problèmes à City le week-end dernier. Voilà, ce sera le dernier week-end de Première Ligue, mais on va le vivre avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur les réseaux sociaux que vous pouvez découvrir ici en bas de votre écran. Et on va se dire au revoir, mais pas adieu. Mais pas adieu. On revient la semaine prochaine. On fera le bilan avec ceux qui veulent venir. Peut-être vous, Bruno. Peut-être vous, Julien. La porte est ouverte. Avec vous aussi, les téléspectateurs. Et Christian, bien sûr, qui sera là pour nous continuer à nous offrir ses modèles de jeu. Passez en tout cas une excellente soirée, un bon week-end. Une belle Coupe du Qatar du monde, on le rappelle, et à très bientôt. Salut Bruno, salut Julien, salut Christian, salut à tous, bye bye. This weekend is South versus North in the Premier League as Tottenham face Leeds. Then, with his high-flying Newcastle take on Chelsea. Beautifully taken. At Molineux, can Wolves dent Arsenal's title credentials? Brilliant goal.
Finally, it's all eyes on West London as Fulham welcome Manchester United to Craven Cottage. Fixtures not to be missed in a packed weekend of Premier League action.